bonjour. Je suppose que vous m'entendez bien. Fort et clair. Okay. Merci de nous recevoir pour cette présentation du projet Macaron. Je suis Olivier Gabert, je suis directeur de projet pour cette implantation industrielle dans les Hauts-de-France. Je serai accompagné de Bénédicte Levaux qui traite plus particulièrement des aspects RH du projet, mais qui a été dans son fonction précédente responsable RH de site sur le site industriel de Salindre dans le Gard, qui est un site qui est sous force hydrique, et Mathieu Bénard qui est notre référent HSE pour le projet, et bien sûr notre assistant de concert avec Martin Bachet. Donc le projet Macaron, allons-y. Alors très rapidement, pourquoi ça s'appelle Macaron? C'est pas uniquement parce que ça fait penser à un truc qui normalement fait plaisir. Il y a un vrai sens derrière. Macaron, matériau actif de cathode. Alors, je vais expliciter ce que ça veut dire, matériau actif de cathode plus tard. Et le rond, c'est de production française. Accent, c'est un groupe français qui travaille à l'international. 85-90% de notre chiffre d'affaires est à l'international. Donc, quand il a été question de se diversifier, on nous a demandé, mais pourquoi en France il y a peut-être d'autres endroits où les conditions de production seraient plus favorables, le coût du travail plus faible. Depuis le départ sur ce projet de diversification, une des volontés de la société Accent, c'est de participer à la réindustrialisation de la France et créer de l'emploi en France. Donc j'insiste sur le rond, le Macar, les maîtres d'ouvrage. Donc Accent, nous avons été créés, le groupe Accent en 2001, par la réunion de deux entités qui préexistaient déjà depuis une bonne quarantaine d'années. Une filiale de IFP Énergie Nouvelle, à cette époque ça s'appelait Institut Français du Pétrole, je pense que ça parle plus. Une filiale qui fabriquait des catalyseurs et un service de l'IFP qui commercialisait des licences de procédés, commercialisait des technologies dans le domaine du raffinage et de la pétrochimie. Ces deux entités ont été réunies pour créer une société commerciale. IFP Énergie Nouvelle maintenant, c'est un établissement public de recherche à caractère industriel et commercial, donc quand même pas vraiment adapté pour être totalement dans le secteur marchand ou externalisation de ses services. Historiquement, la mission de l'IFP telle que réécrit en 1944, avant la fin de la libération de la France, c'était de faire de la recherche, de promouvoir la connaissance et de mettre à disposition des compétences dans le domaine du développement des hydrocarbures pour justement ne pas dépendre de technologies étrangères. Ça va résonner quand on va parler d'être. C'était la raison d'être de l'Institut Français du Pétrole en 1944. Maintenant, les missions de l'IFP Énergie Nouvelle, c'est plutôt les carburants alternatifs, les carburants durables, même si l'IFP Énergie Nouvelle continue à faire de la recherche sur l'amélioration des procédés de transformation des hydrocarbures fossiles pour faire des carburants plus propres, avoir des procédés plus efficaces. Donc ces procédés sont basés souvent, quasi toujours,
sur l'utilisation de catalyseurs qui orientent, accélèrent ou ralentissent des réactions chimiques dans le sens que l'on désire. Donc nous vendons la technologie, c'est-à-dire que nous vendons le droit d'utiliser des brevets qui ont été déposés par IFP Énergie Nouvelle, et nous sommes aussi fabricants des catalyseurs qui sont mis en œuvre dans ces procédés et qui sont donc le principe actif de ces technologies. On représente à peu près 2200 salariés dans le monde, un peu plus de 1200 en France, localisés majoritairement sur 2 sites. Un site industriel près d'Alès, dans le Gard, environ 500 personnes. Et puis le site principal où on retrouve les activités de siège, mais aussi toutes les activités de design de ces technologies, qui est à Rueil-Malmaison, en région parisienne, 7 à 800 personnes. On a aussi 2 petites implantations, une à Nantes et l'autre à Lyon. On est actif sur toute la chaîne de la transformation du pétrole vers carburant ou base pétrochimique. Il y a au moins la moitié de l'essence produite dans le monde qui passe par un catalyseur Axens. Pour ce projet, qui sera l'énergie de ce projet sera entièrement d'origine électrique, donc on va avoir besoin de connexions électriques dédiées d'assez forte puissance. Donc le projet, en termes de concertation préalable, est aussi porté par RTE. Alors, je vous ai parlé d'Axens comme étant le vendeur des technologies développées en France, et là, je vais vous dire juste qu'on fait exactement le contraire. Avec notre maison mère, IFP Énergie Nouvelle, on décide, il y a quelques années, de tenter de se diversifier dans le domaine des batteries. Pourquoi le domaine des batteries? Parce que dans ce domaine, on manipule des métaux, et des métaux que l'on retrouve dans la fabrication des catalyseurs. Je parlais ici de nickel et de cobalt principalement, sachant que dans les catalyseurs, on a aussi du palladium, du platine, et du molybdène, par exemple, pour les fluides. Quand on décide de faire ça, on s'aperçoit rapidement que pour arriver vite sur le marché, on ne va pas réussir si on part de zéro d'une technologie qu'on aura inventée. Donc Axens a recherché un partenaire pour créer un projet qui mène rapidement à la construction d'une usine en France. Ce partenaire, c'est un groupe chinois qui s'appelle Minmetals New Energy Materials, pas très facile à dire, MNEM. Il a changé de nom, cette société s'appelait LICO, il y a encore un nom. Vous trouvez parfois dans la littérature ou dans des articles de presse des références à LICO, qui voulait dire lithium cobalt. Ça parlait beaucoup plus que New Energy Materials. Donc ces 2 partenaires, Axens amène la maîtrise d'opérations de chimie industrielle en chimie minérale, avec en France, donc connaissance de la législation, connaissance de l'administration. Notre site du Gard, comme serait celui de Saint-Saulve, est un site classé CDO. Et le partenaire chinois amène la technologie, amène les produits, amène aussi les clients, ce qui est quand même assez intéressant. La co-entreprise, son nom existe déjà, les statuts sont déjà déposés, mais pour l'instant, elle est 100% Axens. Elle s'appelle Licamax, pour LICO, CAM, qui est CAM, ça veut dire Cathode Active Materials, c'est l'anagramme en anglais, matériaux actifs de cathode. Je
je vais l'utiliser plusieurs fois. C'est pour ça que je le définis. Et puis axe pour axe. Alors, ça commence. Donc les matériaux actifs de cathode, CAM en anglais. Donc les matériaux actifs de cathode sont une des matières premières dont vont avoir besoin les gigafactories que vous connaissez bien dans les Hauts-de-France. Douai qui a reçu le président de la République la semaine dernière, ACC qui a démarré maintenant presque 2 ans, Vercors qui est sur le point de démarrer, donc ACC à Douai, Vercors à Dunkerque et ACC à Didy-Berclos, dans le Pas-de-Calais, et un 4e projet qui arrivera un peu plus tardivement à Dunkerque Prologène. Il y a d'autres projets de gigafactory en France, notamment Tiamat, dans la Somme, mais il n'utilisera pas les matériaux qu'on va produire. Alors, ces matériaux, c'est un des composants clés des batteries. Pour essayer de faire simple, une batterie, c'est un ensemble de ce qu'on appelle cellules. Alors moi je vais dire piles, c'est plus simple. Donc vous mettez des piles ensemble, ça fait une batterie. En fait, vous mettez des piles ensemble, ça fait un module de batterie. Et vous mettez des modules de batterie ensemble, ça fait une batterie. Bon, ok. Dans certains véhicules, d'ailleurs, on assemble directement les cellules dans le véhicule pour former la batterie. La cellule ou la pile, qu'est-ce que c'est? C'est un pôle plus, un pôle moins, avec un truc au milieu pour éviter que ça se touche, et puis des matériaux qui récupèrent le courant. Donc, on a un collecteur côté cathode en aluminium, un collecteur côté anode en cuivre, 2 matériaux actifs, un matériau actif pour l'anode, je ne vous détaillerai pas plus, très souvent le graphite, même si dans les nouvelles batteries qui sortent, ce matériau peut être remplacé par du silicium, par du lithium. Et puis, côté cathode, donc un matériau actif qui va stocker l'énergie, dire comme ça. Et aussi bien cathode que anode baigne dans un électrolyte qui, pour l'instant, est liquide, mais vous avez sans doute entendu parler des batteries à l'état solide. Le but du jeu étant de baigner ce solide dans un autre solide qui amène des propriétés intéressantes en densité énergétique et en sécurité. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est le matériau actif de cathode, ce que vous voyez sur la gauche. Les matériaux actifs de cathode, actuellement commercialisés, il y a plusieurs types de chimie. Je vais me concentrer sur la batterie lithium-ion. La batterie lithium-ion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une batterie, l'électron, il passe par l'extérieur, il va d'un pôle à l'autre par l'extérieur, et dans une batterie rechargeable, en même temps, il y a un ion qui passe à l'intérieur de la cellule, d'un côté à l'autre, du pôle plus au pôle moins, traverse ce fameux séparateur, quittant le matériau actif, cheminant dans l'électrolyte, solide ou liquide, traverse le séparateur, et puis rejoint l'anode. Et son électron arrive de l'autre côté. Pour faire ça, il y a de nombreuses technologies. Il y en a 2 sur les 2 prédominantes pour les batteries lithium. Les batteries LFP, pour le lithium. Alors, le lithium est surtout fer phosphate, le matériau c'est fer phosphate. Et puis des batteries NMC pour nickel, manganèse, cobalt. Nous avons choisi, pour la raison que je vous ai évoquée tout à l'heure, parce que c'était des métaux que l'on a l'habitude de manipuler dans les catalyseurs, nous avons choisi de nous orienter vers les câbles de type NMC, nickel, manganèse, cobalt. Cette chimie, elle est prédominante en Europe,
Elle ne l'est pas en Chine. Elle a un inconvénient, c'est qu'elle est un inconvénient majeur à son adoption, c'est qu'elle est assez onéreuse à cause du prix des métaux qui la constituent par rapport au fer phosphate. Par contre, elle présente des avantages techniques. Elle a une densité énergétique plus élevée, elle a des caractéristiques, notamment de puissance plus importantes que la LFP. Donc, on la retrouve et on la retrouvera dans des applications un peu présomptueuses, je veux dire haut de gamme. Donc, même si pour des applications de premier prix, on peut penser que le marché de la NMC va être grignoté par la LFP, cette chimie va rester. Pour être complet, les 3 usines dont je vous ai citées, Vercor, ACC et AESC, produisent des batteries NMC, hein, bien sûr, et ne sont pas du tout prévues pour produire des batteries LFP. Quelque chose qui est intéressant, c'est que dans les inconvénients des batteries NMC, est souvent cité l'emballement thermique qui peut conduire à des feux. Et ces feux, qu'est-ce qui prend feu? C'est l'électrolyte en fait qui prend feu. Quand on passera à des électrolytes solides, eh bien, une grande partie de ces risques seront éliminés. Et donc, on peut aussi utiliser ces matériaux actifs de cathode de type NMC dans les développements des batteries dites à l'état solide. Donc, il y a un potentiel pour l'avenir. Alors, les objectifs du projet, j'en ai un peu parlé. C'est de développer un des maillons essentiels de la filière batterie en Europe. À partir du moment où on dit le raffinage du pétrole, ça ne nous intéresse plus parce qu'on veut faire des voitures électriques et on veut rester souverain, il faut faire des usines de batterie. Ah, ok, super, on les a fait. Mais ça nous avance que moyennement, puisque les matières premières, on ne sait pas les fabriquer. Donc il faut continuer à remonter la chaîne. Alors bien sûr, on ne va pas délocaliser des mines de métaux, hein, mais il faut remonter jusqu'au plus près des mines pour ne pas être dépendant d'un tiers. En ce moment, vous savez bien sûr, c'est la Chine qui maîtrise la fabrication de ces matériaux, mais aussi des étapes encore plus en amont que la CAM, qui sont la synthèse, le raffinage et la synthèse de ces précurseurs. Pourquoi? Alors, donc, comme indiqué ici, hein, les CAM, c'est 40%, 35 et 40% du coût de la cellule de batterie en chimie NMC. Donc, c'est vraiment l'élément clé. Intérêt de produire des CAM pas bien loin de là où on les utilise. Donc, les Hauts-de-France étaient une cible privilégiée. On a regardé d'autres territoires et puis finalement les Hauts-de-France présentaient beaucoup d'intérêt. Et parmi les sites que l'on a vus dans les Hauts-de-France, on a retenu celui de Saint-Saulve, compétition avec d'autres, notamment un que j'ai déjà cité, à cause des facilités logistiques que le terrain propose, notamment sa proximité avec le terminal conteneur de Breuil-Saint-Saulve. Ça pour nous c'était important parce que ça permettait de faire venir toute la matière première par voie fluviale. Et donc en fait, si on extrapole un peu, Valenciennes c'est presque un port de mer. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est presque un port de mer parce qu'avec cette connexion quotidienne du terminal conteneur de Breuil-Saint-Saulve avec Anvers, finalement on est à un jour de navigation d'Anvers. Donc là c'est un avantage très important. Alors, on peut aussi venir de Dunkerque, mais c'est plus long. Voilà. C'est la différence entre un fleuve et un canal.
il y a beaucoup plus d'écluses. Et ça permettait aussi, comme je vous l'ai dit, de production française. Hein, c'était aussi pour participer à la réindustrialisation. Ce terrain de Saint-Saulve, ça permettait de redynamiser le site, l'ancien site d'Alouette. Alors, rapidement, je crois que j'ai déjà presque tout dit. Où se trouvent les matériaux actifs de cathode dans la chaîne de valeur des batteries. On part de la mine, voilà. On a besoin de métaux, on va dans une mine, on raffine le minerai, on utilise des sels pour produire une matière qui s'appelle précurseur de CAM, PCAM, qui est déjà un mélange, c'est une poudre, qui est un mélange qui comporte déjà dans les bonnes proportions les trois métaux, nickel, manganèse, cobalt. Et puis, avec ce précurseur de CAM, cette PCAM, on ajoute du lithium dans une usine de matériaux actifs. Et par traitement thermique successif, on va faire pénétrer le lithium à l'intérieur de cette poudre dite PCAM. Alors, on rentre une poudre, on sort une autre poudre. On va rester solide tout le temps, on ne va pas fondre. On fait diffuser une poudre de métal à l'intérieur d'une autre poudre de métal. On va arriver donc à cette poudre produit fini, CAM, qui elle est livrée aux gigafactories qui vont s'en servir pour faire la cathode et constituer autour de cette cathode la cellule. Puis on assembler ces cellules en modules et en packs jusqu'au pack batterie qui est intégré par les constructeurs automobiles dans leur véhicule. En fin de vie, pour des véhicules, ces batteries peuvent être réutilisées dans d'autres usages, je ne serai pas très loin dedans, ou bien, si on estime qu'elles sont définitivement usées, on peut les collecter, les démanteler et tenter et réussir de récupérer ces métaux, notamment le nickel, le lithium, le nickel et le cobalt. Il faut savoir qu'à partir de 2031, l'Union européenne va imposer qu'il y ait un certain pourcentage de métaux recyclés dans les batteries. Alors, je n'en ai jamais de mémoire, c'est 6% pour le lithium et le nickel, et ça montera, il y a un deuxième seuil en 2035, 2036, assez nettement plus élevé. Et donc, pour cette chimie NMC, il y a déjà une imposition de l'Europe de dire qu'il faudra faire du recyclage, il faudra réutiliser des matières aussi. Donc, alors ça, c'était la place de notre projet Macaron dans la chaîne de la batterie. Et après, il y a la place de ce projet Macaron dans notre stratégie globale. Notre stratégie globale, avec notre maison mère IFPEN, c'est d'être acteur sur tout l'ensemble de la chaîne de fabrication-recyclage. Donc on commence en association avec NM sur le projet Macaron pour la CAM, et on a deux autres projets à plus longue échéance, qui ne sont pas encore définis complètement. Un projet d'hydrométallurgie, de recyclage, avec une de nos co-entreprises Eurecat. Eurecat est une co-entreprise d'Axens et d'un chimiste américain, dont la maison mère est elle-même un gros producteur de lithium. Et puis, nous avons en développement des technologies pour produire du précurseur de CAM. Donc à terme, on souhaiterait avoir un système complet, une boucle vertueuse complète, où on pourrait produire de la CAM à partir de matières en partie recyclées. Je vais faire très simple et avec grande humilité. C'est un projet extrêmement similaire à celui d'Orano XTC à Dunkerque, sauf que nous on est petit,
Parce qu'on n'est pas au radeau, on fait un projet à notre taille et on le fait en plusieurs morceaux, parce qu'on n'est pas au radeau et on est petit et on y va étape par étape. C'est quand même un projet, le projet de Saint-Saulve, de 500 millions d'euros d'investissement. Alors, ici, un splendide visuel de l'implantation de l'usine sur la friche industrielle ex-Vallourec. Alors vous reconnaissez, la scierie qui maintenant est exploitée par Sarsal-Ascoval. Vous reconnaissez la tuberie ici, qui je crois est en cours de démantèlement. Et ici, ces deux halls qui sont utilisés maintenant par l'entreprise MTN. La friche industrielle que nous avons acquis, ou du moins signé une promesse de vente avec la CADN, qui comporte tout ce terrain, avec quelques petites extensions ici. Et nous avons localisé, vous voyez que c'est bien tassé, le projet Maracaron sur cette partie-là, pour laisser de la place, le maximum de place possible, pour les projets qui viendront dans un futur. Voilà. Alors, comment on produit de la canne? Je l'ai déjà dit, on mélange précurseur, poudre précurseur, avec du lithium, dans notre cas plutôt de l'hydroxyde de lithium, LiOH. On mélange ça dans un mixeur, on met des additifs, et là tout le savoir-faire de notre partenaire, c'est dans le choix et la quantité des additifs. Et puis on passe cela dans de longs fours tunnels pour faire subir à la poudre des traitements thermiques, de chauffe, de maintien en température, de refroidissement. Une petite particularité, en général, les premières opérations de traitement thermique se passent sous atmosphère d'oxygène. Il y a très peu de consommation d'oxygène en tant que consommation chimique, mais il faut assurer une couverture d'oxygène pour éviter des phénomènes qui peuvent s'apparenter à la corrosion. Une fois qu'on a fait cette première étape, donc on a une poudre qui est un peu amalgamée, donc on la rebroie, on remet d'autres additifs, on mélange, on repasse dans une deuxième étape de traitement thermique, et puis on rebroie pour avoir la bonne granulométrie. Une étape importante, c'est d'enlever les poudres ferreuses qui auraient pu, petites particules ferreuses qui auraient pu arriver au cours des opérations, parce qu'elles auront un effet très détrimental dans les performances de la cellule. Et puis on conditionne le produit fini. Alors on va le conditionner, c'est de la poudre, on va le conditionner dans des gros sacs. La poudre, la PK du lithium arrive dans des gros sacs de 500 à 1 kg et repartent de la même façon. Ils sont stockés avant d'aller chez nous. Alors le site d'implantation, je vais peut-être aller très vite parce que là vous le connaissez beaucoup mieux que nous. Et vous voyez sur le petit plan de droite, les noms des communes qui apparaissent, c'est les communes qui ont fait l'objet d'une information renforcée dans le cadre de la concertation préalable. Alors, voici le site vu de dessus. Donc, vous reconnaissez en jaune-orange la place de l'usine. Voilà. Ça va être un tout petit peu plus grand que ça, mais bon, c'est à peu près c'est au bon endroit. Et puis, donc, l'implantation, on va faire entre 10 et peut-être 12 hectares. Là, on était sur des chiffres du départ, quand on continue d'affiner au sein d'un terrain qui lui-même représente 26. Vous voyez ici la proximité avec le terminal conteneur de Saint-Saulve.
et en collaboration avec la CAVM, on va pouvoir bénéficier d'une route, disons d'une route privée, qui donnera accès plus facilement au terminal conteneur. On ne rentrera pas forcément directement dedans, c'est des choses qu'on n'a pas encore discutées avec l'exploitant, mais au moins on évitera une grande partie des routes publiques. Donc on n'ira quasiment pas sur la voie publique ouverte, donc on ne surchargera pas la départementale par exemple. Et puis vous voyez que cette route, la CAVM envisage de la prolonger pour qu'elle puisse desservir les autres usagers de cette zone industrielle hexagonale. Alors ici, le plan d'organisation, le plan d'implantation de l'usine, vous voyez, alors ça c'est le bâtiment de production, très grand bâtiment, à peu près 240 mètres. Alors, 240 mètres de long. Alors j'ai un peu de mal parce qu'en fait, le procédé, il va comme ça, donc pour moi, la longueur, elle est dans ce sens-là, et ça, c'est la largeur. Donc, on a 245 mètres sur 110, grand bâtiment, dans lequel on va avoir les différents fours de traitement thermique, qui sont des fours très longs, et qui prennent toute cette place au sol ici. Ok, ici, on aura un entrepôt de stockage entièrement automatisé, avec un transfert des matières, ces fameux gros sacs, hein, qui transiteront sur des convoyeurs que l'on voit ici et ici. Excusez-moi. Quoi dire d'autre? Une sous-station électrique. Alors, c'est ce qui est en train de changer parce que la sous-station électrique, quand on va la présenter là, est beaucoup plus petite que celle que l'on va avoir réellement sur le site, donc il y a une sorte d'excroissance. C'est des études qui sont actuellement en cours. Je n'irai pas beaucoup plus loin sur ce plan, sauf à dire, chose très importante, je vous ai parlé d'oxygène, de couverture d'oxygène, donc on va consommer de l'oxygène pur, et il se trouve que ce site avait la chance d'être déjà desservi par un pipe canalisation d'oxygène qui desservait Vallourec, qui maintenant donc dessert le Sarsal. Donc ça veut dire qu'il y avait de l'oxygène à disposition à proximité, et ça a été aussi un de nos critères de choix. C'était pas le seul site à proposer cet avantage, mais disons que ça a au moins mis un niveau avec des sites qui sont sur d'autres parcs industriels où on pouvait trouver les mêmes facilités. Le pipe, il est déjà dimensionné, il n'y a pas besoin de le retoucher. Il est suffisamment gros pour permettre l'alimentation de Sarstal, et notre consommation sera d'ailleurs plus importante que celle de Sarstal. Les retombées socio-économiques attendues, est-ce que tu veux, Bénédicte, est-ce que tu veux commenter ce slide, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc les retombées socio-économiques, donc nous envisageons la création d'emplois directs à hauteur de 400. Nous estimons que les créations d'emplois indirects seraient de niveau 200. Les catégories de métiers qui seront utilisées et nécessaires au fonctionnement de l'usine, on a évidemment du personnel de production, en logistique, du personnel pour gérer les utilités, la partie laboratoire qui sera assez importante, et puis tout ce qui va concerner la maintenance et le bureau d'études, et enfin évidemment tout ce qu'on retrouve de manière très classique dans les organisations RH, compta, informatique, HSE. Nous allons recruter du personnel avec tout niveau de qualification, du CAP jusqu'au niveau ingénieur, et nous proposerons essentiellement des contrats de travail à durée indéterminée. Nous aurons bien sûr recours à l'intérim. Et s'agissant d'une entreprise, d'une usine qui va fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
Nous aurons des équipes postées, donc avec du travail de nuit, avec un fonctionnement en 5x8. Alors, si on en vient au calendrier prévisionnel du projet, nous sommes dans la phase de concertation préalable, il y a des 40 parmi nous, mais dans le même temps, on travaille à l'établissement du dossier de demande d'autorisation environnementale que l'on espère déposer en septembre-octobre 2025, ainsi que le permis de construire. Ça lancera les phases d'instruction de ces demandes d'autorisation et d'enquête publique. Avec la nouvelle procédure, l'enquête publique est effectuée en parallèle des phases d'instruction. J'espère qu'elle sera lancée, cette enquête publique. Enfin, la phase d'examen sera à partir du 4e trimestre et l'enquête publique devrait arriver dans le courant, vers la fin du 1er trimestre, espérons-le. La décision finale d'investissement de ce projet devrait être prise à la fin de l'année. Alors, nous sommes encore dans une phase d'étude. Le projet n'est pas 100% décidé. D'ailleurs, s'il l'était, quelque chose qui ne serait pas normal, puisque nous sommes dans la phase de concertation préalable, qui doit d'ailleurs être faite avant que tout soit décidé pour laisser à la démocratie participative la possibilité de s'exprimer et de modifier le cas échéant des parties du projet. Donc nous attendons, nous préparons les dossiers pour les différents conseils d'administration, Axence ou Metals Energy Materials, pour prendre une décision définitive d'investissement à la fin de l'année 2025. Donc en parallèle, nos demandes d'autorisation administrative auront progressé et on espère obtenir l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale vers la fin du 2e semestre 2026 pour être assez simple, faire simple, synthétique, on espère pouvoir commencer les travaux sur site en juillet 2026. Est-ce que ça va? Et pour une mise en service au 2e trimestre 2028. C'est plus quelqu'un de c'est moi qui parle ou c'est moi qui parle? C'est parfait. Donc l'usine a placé Céveso, en effet, parce qu'on a stocké des produits qui sont toxiques ou écotoxiques pour l'environnement. Par contre, on ne stockera pas de liquide inflammable ni de matière explosive. Toutes les matières sont même non combustibles à part les emballages pour les matières. Donc il y aura un risque très limité d'incendie sur le site. Qu'est-ce que je voulais dire afin de pouvoir exploiter, on doit, comme vous le savez sans doute, on doit déposer auprès de l'administration un dossier d'autorisation environnementale qui nous impose, parce qu'on est Céveso et aussi parce qu'on sera IED sur les émissions, qui nous impose la mise en œuvre de rejets très contrôlés, de barrières de sécurité très contrôlées. Et voilà, et des contrôles réguliers et une attention particulière également des services de l'État et de la BAE, plus que toute autre installation. Aujourd'hui, Axence a déjà une expérience dans l'exploitation d'un site Céveso, pour preuve M. Gabriel vous en a parlé, le site qui est dans le Gard, qui exploite un site Céveso. Et dans un dossier d'autorisation, on doit faire la demande et démontrer que le site industriel maîtrise tous les risques et toutes les émissions, sans quoi on ne sera pas autorisé. C'est pour ça qu'on en est encore à ce stade-là aujourd'hui et qu'on fait tout pour maîtriser au maximum les risques. Ok, donc
l'évaluation des impacts. Ça sera donc le principal objet, un des principaux objets du dépôt d'autorisation environnementale, avec une présentation détaillée des travaux et des dispositifs de surveillance, l'intégration dans l'étude d'impact des dangers, des études de danger. Les thématiques qui vont être évaluées, l'impact sur les sols, l'impact sur l'eau, la qualité de l'air, mais aussi sur la santé humaine et au premier chef pour nos salariés, et bien sûr sur l'environnement au sens faune flore. Donc on a des études techniques complémentaires qui sont déjà en cours, certaines sont déjà faites. Par exemple, l'étude faune-flore. L'étude faune-flore, vous le savez sans doute, c'est une étude assez longue qui regarde ce qui se passe sur le site en termes de faune et de flore, pendant 4 saisons, donc pendant 1 an. Pour gagner du temps, le propriétaire de la friche, c'est-à-dire la communauté d'Aglo, a lancé cette étude dès septembre dernier, dès août. Donc on devrait avoir les résultats finaux fin août de cette année, qui nous permettra de verser cette étude au dossier d'autorisation environnementale. On a déjà fait l'étude acoustique, par exemple, on a déjà fait l'état zéro de l'étude acoustique, par exemple. Alors là, on a beaucoup parlé de fleuves, et c'est pour ça que l'on a choisi ceci. Transport fluvial, approvisionnement à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire une usine de 28 000 tonnes, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour vous donner une idée, 28 000 tonnes de canne, ça permettra d'équiper entre 250 000 et 300 000 véhicules. Ça vous donne un ordre de grandeur de 28 000 tonnes de canne. Les approvisionnements, donc PCAM et lithium, ça devrait représenter environ 4 barges par mois. Donc ce n'est pas ça fait une barge par semaine, c'est un accroissement significatif, les gens de Contarbo l'ont dit, mais ce n'est pas non plus quelque chose de démesuré par rapport aux capacités du terminal, la capacité d'accueil du terminal. Donc les barges sont en provenance d'Anvers, je vous ai expliqué pourquoi. Parce que j'en aime plus Anvers que Dunkerque, parce que c'est plus près. Et les matières premières, donc elles vont être conditionnées dans des gros sacs en plastique, en matière plastique, avec une double paroi autour du sac d'étanchéité. D'un point de vue industriel, on n'a surtout pas envie que ces matières soient contaminées pendant le transport en mer, donc on en prend soin, et ça va aussi nous permettre d'avoir des emballages assez résistants en cas d'incident sur l'ESCO. On devrait pouvoir éviter des fuites de métaux, pour que les métaux sortent du sac, que le sac soit percé. Les sacs sont même dans des conteneurs, il faudrait que les conteneurs aient été suffisamment choqués pour qu'ils s'ouvrent, qu'ils percent les sacs. Quand même des conditions peu probables sur de la navigation fluviale. Bien sûr, le risque existe toujours. Alors, pour les besoins en eau, on a deux types de besoins. On a des besoins pour le procédé. Alors, ça dépend des grades de matière que l'on va fabriquer. Cette usine, il va y avoir 4 lignes de production. On ne change pas de produit très souvent.
peut même penser qu'on fera un type de produit pendant une campagne qui pourrait durer 1 an, par exemple. Et il y a certains produits qui ne nécessitent pas d'eau, c'est un procédé complètement sec. Mais par contre, pour certains autres produits, on est amené à avoir un lavage des poudres, donc on consommerait 50 m3 jour pour ces produits-là. Alors, on dit ici un circuit fermé parce que c'est de l'eau qui va voir les métaux, et là il est absolument inenvisageable de rejeter cette eau-là, donc on va surtout l'utiliser en boucle fermée. Et on va avoir une petite évaporation d'eau qui explique cette consommation. Par contre, là où on va avoir beaucoup plus besoin d'eau, c'est pour le refroidissement des équipements et le refroidissement des fumées. Les températures opératoires des fours sont assez élevées, 800 degrés pour les opérations, les fours qui vont opérer le plus haut. Donc il faut refroidir les fumées et on va utiliser pour cela de l'eau. Alors, à ce stade des études, on a plusieurs options. Il y a des impacts extrêmement différents sur les volumes de consommation d'eau. Je vais vous en détailler une. Je vais détailler celle qui était initialement envisagée, celle qui est détaillée dans le dossier de concertation d'ailleurs, qui était un refroidissement évaporatif. On avait l'eau refroidissait les fumées, et puis après il fallait aussi refroidir l'eau pour qu'elle tourne. Et donc dans ce schéma, on avait évaporation d'une certaine quantité d'eau. Alors dans ce schéma initial, la consommation nette d'eau est d'environ 700 m3 par jour. 700 m3 par jour, on y arrivait comment? On arrivait avec un prélèvement dans l'ESCO à hauteur de 1000 m3 jour et une restitution au milieu de 300 m3. Parce qu'en fait, pour cette eau, elle fait plusieurs fois le circuit de refroidissement, et on la refroidit avec des tours aéro-réfrigérantes, on la refroidit avec de l'air, et donc la consommation c'est l'évaporation, 700 m3. Mais par contre, petit à petit, il y a des produits qui s'accumulent dans la boucle de refroidissement, et donc il faut purger. Évidemment, on ne purge pas comme ça à l'ESCO, mais il y a une station de traitement d'eau qui permet de traiter la purge avant d'être restituée au milieu. Donc 1000-300, 700 m3 jour. Ça, c'est l'option envisagée au départ. Actuellement, c'est aussi pour ça qu'on est en concertation préalable, c'est pas encore tout fini, on étudie des alternatives. Alors, ça nous avait été chaudement recommandé, il faut le dire, par les services de l'État, notamment l'Adréal et tous les gens auxquels on en avait parlé. Avant, alors on s'est dit on va étudier d'autres solutions, et on avait d'abord regardé ce qu'on appelle une solution de refroidissement adiabatique. Bon, pour faire simple, on met de l'électricité, c'est pas un cycle frigo, mais on refroidit l'eau avec de l'énergie. Donc ça, c'est le refroidissement adiabatique. Et puis récemment, en rediscutant avec les services de l'État, l'Adréal, on s'est dit qu'on allait quand même réétudier une autre solution que l'on croyait impossible, qui serait refusée, qui est une solution en boucle ouverte. C'est-à-dire qu'on pompe de l'eau dans l'ESCO, on refroidit ce qu'on a à refroidir, et on rejette intégralement tout dans l'ESCO. Un avantage pour l'ESCO, c'est comme on va traiter cette eau à l'entrée, elle va ressortir plus propre qu'elle n'est rentrée. Par contre, le petit inconvénient pour l'ESCO, et ça va faire l'objet d'études, c'est que ça va forcément réchauffer. On pensait, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas étudié au début,
on pensait que cette solution serait refusée. Donc on ne l'a même pas considérée à cause de ça. Et en fait, il faut qu'on fasse l'étude parce que l'ADREA nous a dit qu'elle pourrait accepter, selon le degré de réchauffement, cette solution. Cette solution-là a un gros avantage, c'est que la consommation, c'est moins de 1% de ce qu'on pompe. En fait, c'est des fuites. Donc là, le prélèvement sur le milieu, il est quasi nul. L'inconvénient, c'est léger réchauffement. Bien sûr, nous sommes en train d'étudier la meilleure réutilisation possible des eaux pluviales. Donc les rejets aqueux, comme je vous l'ai dit, les quelques mètres cubes qui peuvent voir des métaux, on ne les rejette pas, on ne les rejette pas au milieu. Ils sont recyclés dans le procédé. Il y a des purges. En fait, on va garder en suspension, parce que ces métaux, forcément, ils s'accumulent, et on va les garder en suspension dans de l'eau que l'on enverra vers des filières de retraitement, adaptées. Au départ, on pensait complètement cristalliser, c'est-à-dire évaporer toute l'eau, et le faire tourner en boucle d'ailleurs. On ne va pas faire ça. On va garder ces particules métalliques en suspension dans l'eau, une suspension très chargée, et on va envoyer avec des camions citernes, on va se débarrasser de cette purge sous forme liquide. Ça va avoir un avantage, qu'on n'a pas chiffré d'ailleurs, c'est que l'étape qu'il y a immédiatement derrière, chez le recycleur, c'est de remettre tout en solution. Donc au global, on va gagner de l'énergie, puisqu'on va éviter d'évaporer toute l'eau. On va en garder quelques pourcents. Pour les purges des eaux de refroidissement, je ne vais pas plus loin, parce que je vous en ai parlé, ça dépend du scénario retenu. Si on est en boucle ouverte, c'est 0. Enfin, il n'y a pas de purge, puisque ça tourne. Et puis de toute façon, traitement adapté. Je crois que même si on est en boucle ouverte, il faudra qu'on traite l'eau de l'ESCO pour ne pas amener de particules indésirables dans notre propre système. Donc on va sortir plus proprement. Bon, les eaux pluviales, je ne détaille pas. Les eaux sanitaires, on connectera le site au réseau d'assainissement de la communauté. Je propose, Madame Yvonne, peut-être qu'on passe aux questions-réponses. On a une petite présentation de la concertation, mais je pense que c'est bien de rester sur le projet au cas où l'audience a des questions à poser sur le projet, sur le procédé qu'on vous a présenté sur la gestion de l'eau. On est évidemment ouvert de vos questions. Puisqu'on est ici au siège de l'ESCO, je dois signaler qu'on est bien évidemment déjà en contact avec Voies navigables de France, qui doit assurer la navigabilité des fleuves et canaux. Donc le prélèvement de 700 mètres cubes ne pose pas de problème à Voies navigables de France. On a déjà un avis verbal de ça, quelle que soit la période de l'année. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire au minimum la consommation, mais je préviens cette question, n'a pas d'impact sur la navigabilité du fleuve. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présentation. Dans le cas où vous présentez. Ah oui, Vincent Gaucher, je représente le parc naturel régional Escarpesco. Dans le cas où vous prenez la solution où il y a une élévation de température, les services de l'État vous ont autorisé à une élévation, les normes sont de combien en fait, le maxi il est de combien, et afin d'être dans ces normes-là, si toutefois vous dépassez ces normes, quelles solutions, peut-être des solutions sur une tempo en gardant l'eau afin que la température rebaisse avant de rejeter l'eau à l'ESCO, ou une chauffage, utiliser les calories pour faire un certain chauffage. Je ne sais pas si vous avez des réponses à ces questions. Je n'ai malheureusement aucune réponse à cette question, même pas la première. Parce
que la solution boucle ouverte, on vient d'ouvrir le débat avec l'Adréal. On pensait tellement qu'on n'aurait pas le droit de faire ça qu'on n'avait pas regardé du tout. Donc je n'ai malheureusement aucune réponse à vous donner. Par contre, ce que je peux dire, c'est que on respectera ce qu'on doit respecter. Oui, juste pour préciser, évidemment, comme dit M. Calvert, on n'a pas l'autorisation encore. Hein. On est encore parlé, on est en étude. Il faudra effectivement qu'on respecte les normes de rejet, que ce soit en température et en polluant, mais également valider l'impact sur le milieu. Il y a deux critères à valider avec l'administration, les normes de rejet et l'impact sur le milieu. C'est-à-dire que l'ESCO est déjà pas mal pollué sur certains polluants, par exemple, et du coup, les rejets zéro pour ces polluants sont prescrits. Donc il y aura ces deux aspects à vérifier, effectivement. Bonjour, Marc Olivier. Je représente l'association en transition qui elle-même fait partie de CLE, et ce depuis la grave pollution qu'il y avait eu sur les secours, vous vous souvenez, surtout au Sage. Je veux dire tout de suite que on n'a pas d'a priori sur le projet, hein. On se félicite du choix des sites, de la façon d'approvisionner. On est content de cette concertation, on trouve que c'est une démarche qu'il faudrait généraliser sur l'eau. Mais je vais vous donner 3 exemples, et même ça ne concerne pas directement, ça concerne tout le Sage et les élus qui sont ici. Il y a eu cette grave pollution sur le SCO il y a quelques années, en 2019 ou 2020, et les pouvoirs publics ont mis 14 jours pour agir. Il a fallu qu'on fasse des événements médiatiques, enfin, le travail un peu de shelter que font les associations dans ces cas-là. Pendant ce temps-là, je vous l'avais déjà signalé, nos amis belges ont mis 14 heures pour agir. 14 jours, 14 heures. Deuxièmement, on a fait un peu de recherche, on s'est aperçu que sur les fleuves, il y avait des péniches qui coulaient, des barges. C'était des actions assez communes. Ça s'est passé il y a 2 mois sur la Deuil, ça s'est passé au mois de mars sur la Meuse, ça s'est passé sur l'Escaut au mois d'avril. Ce sont des choses qui arrivent. Et troisièmement, il y a ces nouveaux accidents climatiques qui se multiplient et qui ne sont pas pris en compte jusqu'à présent dans les documents officiels. Alors, ma question, qui est plus aussi une proposition, c'est-à-dire est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, comme le préfet Michel Lalande avait fait à l'époque, un comité de pilotage pour vérifier qu'en cas d'accident, toujours possible, et vous l'avez dit, il y ait une meilleure réactivité, notamment au niveau du fleuve Escaut, qui est, vous savez bien, convalescent et pas toujours en bon état, quoi. Et on se demande, alors ça ne concerne pas uniquement le gros Maxence, évidemment, et on est à peu près, on est convaincu que vous allez faire le mieux pour la sécurité, hein, mais ça concerne aussi les élus qui sont dans cette salle et tous ceux qui sont concernés. On est en train de vérifier des 10 crimes, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas tous à jour. Voilà. On se demande s'il n'y a pas un travail de fond à faire pour la sécurité, pour anticiper un accident ou pour pouvoir le traiter très rapidement. Et passer de 14 jours à 14 heures, ce qui serait beaucoup plus favorable. Voilà, merci. Oui, merci de cette remarque, plus une remarque ou une proposition qu'une question. Effectivement, ça ne s'adresse pas forcément et pas du tout uniquement aux porteurs de projet. Je peux vous dire actuellement, c'est que le grave accident auquel vous faites référence ne devrait pas sur notre site avoir de tels accidents. Déjà, on ne stocke pas de liquide pollué, donc il n'y a pas de risque de déversement d'un liquide pollué dans l'Escaut. On ne stocke pas de vrac, il n'y a pas de vrac du tout. On est soit dans ces gros sacs, soit dans l'atelier de production. Il n'y a pas de vrac, donc ça on peut penser que, par exemple, il n'y a pas de phénomène de ruissellement qui peut se passer sur un tas et emmener des métaux. Il n'y aura pas non plus. On ne transporte pas en vrac non plus.
Donc effectivement, comme vous l'avez dit, je l'avais dit aussi, il peut toujours y avoir des accidents sur le transport fluvial, mais on devrait être sur des... Et si par malheur des quantités se déversaient dans le milieu, devrait être très limité. On n'aura pas une péniche comme, j'imagine, une péniche de sable qui s'ouvrirait, boum, le sable tombe au fond du fleuve. Là, ça sera pas comme, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc ça, c'est pour rassurer un peu, qu'on soit bien à l'aise, bien au clair sur la façon dont ce qui pourrait se passer en cas d'accident. Nous, on est tout à fait prêts à participer à ce genre d'instance, d'assemblée, d'organisation en tant qu'utilisateur. Par contre, c'est pas à nous d'organiser. Notre matière première ou nos produits chimiques, c'est quand même quelque chose d'assez onéreux, de très onéreux. Donc, on n'a pas du tout envie d'en faire. Merci. Oui, Georges. Clément, tout à l'heure, vous avez parlé du réchauffement qui pourrait être induit par quelques rejets. Je ne m'adresse pas à vous, mais je demande aussi au service de l'État de se poser comme question la qualité de la température de l'eau, compte tenu d'une part du dérèglement climatique et d'autre part d'une entreprise qui se trouve en amont de chez vous, c'est-à-dire à Denain, entreprise Le Save, qui est le premier producteur de levure, qui va déjà par son activité augmenter la température de l'eau de l'Escaut. Donc je pense qu'il y a tout à fait nécessité à étudier ces variables dans l'acceptation de l'augmentation de la température de l'Escaut, de l'eau de l'Escaut, au niveau du rejet de votre entreprise. Et tout à fait d'accord avec vous, ces effets un peu domino doivent être pris en compte. Et, comme je l'ai déjà dit, c'est une option qu'on n'avait même pas envisagée au départ. On pensait qu'elle serait rejetée. Donc, dans les études que l'on va mener, en collaboration, mais guidée par nos discussions avec Adrial, je pense que ça sera pris en compte, quelque chose auquel il faut faire attention, bien sûr. Oui. Régis Dufour-Lefort, vice-président à Valenciennes Métropole. Merci de cette présentation et débat aussi, qu'on peut intervenir. Alors, vous l'avez dit, moi j'espère que j'ai bien compris, il n'y a donc aucun rejet direct ou même de sous-produits dans les eaux, quel que soit au niveau de l'Escaut ou tout autre ruissellement tel que votre procédé le présente aujourd'hui. Absolument. Et ni dans l'atmosphère non plus. Dans l'atmosphère, on va... J'en profite. Oui, bien sûr. On est là pour ça. Dans l'atmosphère, on va se conformer aux valeurs limites d'émission. Donc, avant traitement, on va traiter en fait les effluents pour être sûr qu'il n'y a aucun rejet, notamment de métaux, qui pourraient s'échapper un peu par entraînement. Donc, dans ce four-là, il n'y a pas un grand courant d'oxygène, mais quand même, il y a un mouvement d'oxygène mis en place. Il y a un traitement des fumées. Il y aura un traitement des fumées pour respecter les limites d'émission. Et en fait, comme je l'ai précisé tout à l'heure, on est en rubrique IED. Et vous savez sans doute, quand on est IED, on se doit de respecter et d'utiliser les meilleures techniques disponibles. C'est ce qui est préconisé. Donc aujourd'hui, on est en train d'étudier ces solutions-là, de voir les types de scrubbers, de filtres, ces choses-là. Mais la rubrique sur laquelle on est soumis
et l'une des plus restrictives sur les émissions gazeuses. Ça sera dans l'enquête publique, le procédé? Oui. Oui. Bien sûr. Oui. Si je voudrais préciser, on parle beaucoup de Seveso seuil haut, manipulation de matières dangereuses, et on pense à un accident. Mais comme Mathieu Bénard vient de le dire, il y a une autre directive qui, on a dit, très importante de connaître et encore plus importante pour les humains, c'est quand on est soumis à la directive IED, c'est les valeurs limites de rejet en fonctionnement normal. On peut espérer qu'il n'y aura pas d'accident, qu'il n'y aura pas tous les jours. Par contre, l'usine, on va espérer qu'elle fonctionne tous les jours. Donc, ces obligations liées à cette directive sont aussi un gage de sécurité pour les riverains. On est sur une rubrique qui nous amène des préconisations assez sévères. Et puisque j'ai la diapo sous les yeux, est-ce qu'il y a la réutilisation d'envisager de l'eau des toitures, de pouvoir la récupérer, puisque là vous en avez besoin, ça serait une possibilité. Et au-delà aussi, sur les belles toitures, mettre aussi des panneaux photovoltaïques aussi, c'est une possibilité qui vous servirait aussi sûrement. Merci. Pour l'eau pluviale, oui, on est en train d'étudier la meilleure réutilisation possible de ces eaux. Pour les panneaux photovoltaïques, c'est une grande question qui fait débat même à l'intérieur de notre équipe. C'est pas si simple. Alors déjà, il y a un problème de coût. Notre projet, déjà 500 millions d'investissement, c'est déjà beaucoup pour une entreprise comme nous. On fait 1 milliard de chiffre d'affaires, un projet de 500 millions. Donc, je le dis en toute humilité, c'est vraiment beaucoup. Donc, on va sans doute chercher à minimiser le ticket d'entrée. Après, il y a un deuxième sujet avec les panneaux photovoltaïques. Il faudrait sans doute prévoir on peut faire d'autoconsommation, mais il faudrait sans doute prévoir des systèmes de stockage internes au site. Et là, ça nous entraîne, c'est-à-dire des grosses batteries. Là, ça nous entraîne sur d'autres problématiques. Et puis, il y a un troisième aspect. Alors, on a validé avec le SDIS 59 qu'on pouvait mettre des panneaux photovoltaïques sur ce type de construction. Alors, je parle du bâtiment de production, parce que les bâtiments tertiaires, le bâtiment administratif, il sera soumis à l'ERT 2020, donc lui, il aura des panneaux photovoltaïques côte-là. Mais sur le bâtiment de production, dans certains départements, les pompiers, donc le SDIS, peuvent refuser l'installation de ce genre d'installation. Il se trouve que le 1059 nous a répondu que pour eux, ça ne posait pas de problème. Donc la porte est encore ouverte. Il faut néanmoins que l'on discute avec nos assureurs. Parce qu'en cas de feu de ces panneaux eux-mêmes, les assureurs peuvent nous interdire de le faire. Donc, la problématique est plus compliquée qu'il n'y paraît. Oui, bonjour, je suis Bruno Séminaire de Secours. Je vois que RTE est co-maître d'œuvre dans ce projet. Faut-il en conclure qu'il est également co-financeur? Absolument pas. Je vais apporter une précision. Quand on fait une demande de raccordement, quand on fait une demande de raccordement comme ça au réseau, il y a une partie qui est financée. Je parle de raccordement. Une partie qui est financée par RTE et une partie qui est à la charge de chaque porteur de projet qui a besoin de se raccorder. Mais là, je parle de la partie travaux. RTE n'investit rien dans le projet Macar. Question. Niveau dans l'environnement, est-ce qu'on va avoir des détails sur les procédures raffinage? Est-ce que vous avez utilisé des acides? Est-ce que vous avez proposé des déchets?
slide où on voyait raffinage, mais ce que l'on fait sur notre usine, c'est ça. Je mélange de la poudre avec une autre poudre, auquel j'ajoute de la poudre, que je fais cuire, que je rebroie, donc je refais de la poudre, je remélange avec de la poudre, que je remélange avec la poudre que je viens de rebroyer, que je recuis et que je rebroie. Donc je n'ai pas du tout... En détail, est-ce qu'on va avoir des procédés, de substances que vous avez utilisées? Que vous dire Je vais essayer de revenir à la première question. Donc, il n'y a pas d'acide, il n'y a pas de fluide. Alors, le fluide, je vous ai parlé de 50 mètres cubes, 50 mètres cubes heure sur une déclinaison du procédé sur certains produits. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mais basiquement, c'est de la cuisson. En fait, on fait de la pâte à crêpes. Si, ça ressemble beaucoup à de la pâte à crêpes. Et puis, pour vous donner pour aller plus loin dans la métaphore, une batterie, une cellule de batterie, c'est une crêpe fourrée. Alors, quand vous faites la pâte à crêpes, c'est une petite opération par rapport à la crêpe fourrée. Donc, non, pas d'acide. Les additifs, je ne vais pas vous dire ce que je mets dedans, parce que c'est couvert par certains industriels. Mais je vais quand même vous dire que parfois on rajoute du cobalt, parfois on rajoute, ça dépend des formulations, je vous ai dit qu'on peut faire plusieurs formules. On peut rajouter des métaux comme du tungstène, on peut rajouter des métaux, qu'est-ce que je peux vous dire sans dire, comme du titane. C'est en dessous du pourcent pour chaque additif. Mais on reste, c'est important de comprendre, on reste sous forme de poudre. Vous n'allez pas produire des choux. Alors, on va produire, on cherche à ne pas produire de déchets, parce que des déchets, ça voudrait dire des déchets d'un truc qui contient 80% de nickel. Donc, si on produisait on va produire des choses qui ne vont pas rentrer dans le produit fini, on espère perdre moins de 20% de la matière. Et cette matière-là, on la perd pour le produit fini, mais on ne la perd pas, on va la récupérer pour l'envoyer chez des recycleurs, parce que ces déchets ont eux-mêmes une valeur. Donc on ne va pas les mettre comme ça en décharge, surtout pas. Bien. Par contre, quelque chose qu'on n'a pas parlé là, on rentre un peu dans le détail, on en parlera peut-être plus ce soir à l'atelier en jeux environnementaux à Bruet. Je vous invite à venir à 18h. Dans le procédé de fabrication, dans ces longues fours-tunnels, la poudre est convoyée dans des sortes de cajots en céramique. C'est des cajots qui font pas cette taille-là, un 3. Et donc ils passent dans les fours avec la poudre dedans. C'est la marmite en fait. Et ces marmites sont soumises à des cycles de température Celsius. Et ça va être le plus gros déchet que l'on va produire. Et il a effectivement une consommation de plusieurs milliers de tonnes, 2000 tonnes par an. Et ça, on les gratte pour récupérer tout le méthane qui aurait pu rentrer dedans. On les scrute, chaque fois qu'elles font un cycle, on les scrute pour voir si elles ne sont pas en train de se briser ou de s'écailler. Forcément, s'il y a des écailles de céramique qui vont dans le produit, c'est très mauvais aussi. Donc on les scrute pour des raisons de qualité produit. Et quand on s'aperçoit qu'elles sont en train de s'écailler, on les retire du procédé, on les gratte pour récupérer toutes les traces de métaux, aussi bien pour les décontaminer, parce que ce sont des métaux dangereux, c'est des poudres CMR, et puis comme elles coûtent cher, on va les récupérer. Donc là, c'est un petit peu de déchets, mais qu'on va précautionneusement mettre de côté pour pouvoir revendre aux recycleurs. Et effectivement, ces cagettes en céramique, une fois décontaminées, elles vont aller chez un
recycleur, enfin un gestionnaire spécialisé qui va les utiliser, qui va les utiliser dans une utilisation qui ne présente pas de danger. Alors dans le dossier de concertation, non pour ça, mais dans le dossier de TDR. Oui, forcément, oui, il y a tous les détails dans le dossier. Vincent Rocher, de nouveau, pour le parc naturel régional Scarpesco. 3 questions complémentaires. Vous nous avez parlé de la surface au sol. Est-ce que vous pouvez nous indiquer la hauteur des bâtiments? Une autre question, vous avez bien expliqué l'arrivée des matières premières. A priori, il y a 28 000 tonnes de cannes qui vont être produites. Elles vont comment aux clients? Et un peu moins environnemental, on va la prendre comme ça quand même. La question, c'est économiquement, avec le partenaire chinois, vous êtes dans quelle proportion? Et est-ce que c'est bien vous qui avez fait appel au partenaire chinois et non pas le partenaire chinois qui a fait appel à vous pour pouvoir peut-être s'implanter sur le territoire français? Première réponse. La hauteur la plus grande de ce bâtiment, 28 mètres. D'accord. Ici, les 5 à l'échelle, donc on devait être à 12 mètres, comme ça. Le stockage, c'est aussi 28 mètres. Un petit peu moins. 23, un petit peu moins. Pour des raisons réglementaires d'ailleurs de stockage. La dernière hauteur de stockage de Big Back qui est à 21, 22. Voilà, c'est pas pour qu'on soit faux. Ok, la deuxième question, je suis désolé, je ne me rappelle plus. L'envoi. Alors, ça dépend. Ça dépend de où on va envoyer. Les matières premières, c'est facile, je peux vous le dire tout de suite, elles vont arriver par voie maritime. Donc facile, j'ai un point d'entrée et je le connais, maîtrise. Par contre, nos clients, pour l'instant, je ne les connais pas encore complètement. Si AESC nous disait « mais c'est vraiment génial votre produit, je veux toute votre production », on serait content. Douai, c'est à 40 km, on irait peut-être pas en pays. Je ne suis pas sûr que ce site l'accueille, d'ailleurs le site AESC. Il faut que le site récepteur soit prévu à cet effet, donc on irait sans doute en camion. Ça ne me dérangera pas d'aller en camion électrique, mais en camion. Alors, pour donner un ordre de grandeur, on est sur 4 camions par jour ouvré. Donc l'impact sur le réseau, il est quand même assez limité. Par contre, si on a des clients situés en Europe de l'Est, là, il faudra voir comment ils sont reliés, mais ce ne serait pas impossible d'envisager de mettre des conteneurs sur des trains et d'avoir un transport en train. Tout est possible. Et puis, pour la troisième question, ce projet sera français. Il sera au moins 51% accent. C'est nous qui sommes allés voir ce partenaire chinois et pas l'inverse. Le partenaire chinois, c'est une société d'État, elle n'est jamais sortie de Chine. Alors ça, c'est ça. Et je pense que on apporte ce qu'on a mis dans ce qu'on met dans le panier de la mariée, on apporte notre connaissance de la législation européenne, de la législation française. Sinon, ça aurait été très difficile pour lui de venir en Europe et en particulier en France. Sarraud, maire de Bétrechy. 2 questions. Est-ce qu'au moment de l'enquête publique, vous aurez notablement avancé sur le choix du système de refroidissement? Et est-ce que du coup on pourra en être informé à ce moment-là? Ça
On va l'avoir dans l'enquête publique, effectivement, parce que c'est dans les pièces de l'étude d'impact. Donc, oui. Et seconde question, est-ce qu'il y a déjà des sites qui utilisent la même technologie, les mêmes process dans le monde? Est-ce qu'ils sont nombreux? Dans quel pays? Est-ce que vous pouvez nous en citer? Et le procédé de CAM-NMC, c'est toujours un peu la même chose. Après, ça peut varier sur le nombre de traitements thermiques, la façon de cuire la pâte à crêpes, en fait. Mais c'est toujours la même chose. Donc oui, il y a alors il n'existe pas encore, mais le projet XTC Orano, le process est semblable, je veux dire similaire, mais semblable. Après, tout est dans les différences, dans les choix et proportions des additifs, et puis les façons de cuire. Mais c'est la même chose, basiquement toujours la même chose. Donc oui, ça existe déjà en Europe, pas beaucoup, mais ça existe en Europe. Et puis ça existe surtout en Chine, puisque c'est là que pour l'instant sont produits la quasi-intégralité des matériaux pour batterie. Au départ, les procédés, les premiers brevets, c'est des brevets allemands, BASF, qui produit déjà de la CAM depuis longtemps en Allemagne. C'est pas des brevets récents, hein, des brevets qui vont tourner en domaine public. Je crois qu'ils sont tombés cette année. Il n'y a pas une extrême innovation pour l'instant sur cette usine. Vous avez répondu à la participation au capital. Les Chinois n'ont pas des exigences. Tant que la vérification du processus de fabrication. Vous pouvez préciser votre question? Ça veut dire quelque part, dans l'usine, est-ce que ça sera exclusivement les Occidentaux qui seront employés? Non, et heureusement, parce que comme c'est un procédé chinois, moi, en tant qu'exploitant, je voudrais avoir la confirmation que tout est OK de la part de la personne qui m'amène la technologie. Maintenant, combien de personnel de M&M ou détaché de M&M on aura sur le site de Macaron, au-delà de la période de démarrage, parce que je ne sais pas, mais je pense que ça sera très réduit. Allez, je vais me lancer, je dirais une dizaine de personnes. Puis, je fais bien le distinguo entre personnel de M&M et personnel d'Accent. Et pas utiliser français-chinois. Comme ça, je pense qu'il faut poser le débat. On a aussi des ingénieurs étrangers dans les troupes d'Accent, de toute nationalité. Je n'amènerai pas de questions, ce n'est pas mon rôle. Je vais me présenter, je suis Arnaud Bavet, le vice-président en charge du schéma de cohérence territoriale de l'arrondissement de Valenciennes. Simplement, voilà un beau projet industriel sur une friche industrielle, ce qui n'est pas souvent le cas en ce moment dans l'arrondissement de Valenciennes. On nous a présenté bien d'autres projets qui nous posent question. La vraie question, elle est là. Ça s'accumule quand même avec un certain intéressement de notre gouvernement à vouloir nous faire utiliser des processus énergétiques. Et Régis a peut-être été un peu trop gentil tout à l'heure, mais quand même, entre le nombre de data centers qu'on veut nous faire développer sur l'arrondissement de Valenciennes, je te regarde, mais m'en veux pas, Christophe, et le nombre de projets industriels qui aujourd'hui consomment de l'énergie, je le dis, consomment, électrique, l'eau. Vous nous avez fait une belle présentation et je pense que, sincèrement, c'est rare d'avoir une présentation telle que celle-là en amont. Donc merci beaucoup et ça nous permet de réfléchir. Nous, ça nous pose vraiment question de savoir comment on va faire aujourd'hui, comment on va supporter sur l'arrondissement de Valenciennes, mais pas que. Tout à l'heure, on parlait de Téléos, parce que il faut le citer quand même. C'est quand même eux qui ont pollué le secteur. Et en même temps, on remplace Téléos par quoi?
par des pommes de terre, il va falloir les laver les pommes de terre. Donc à un moment, on risque d'avoir ces mêmes soucis dans l'ESCO. Et vous êtes en aval. Donc c'est vous qui récupérez sur l'arrondissement de Valenciennes ce qui se passe plus bas. J'ai une vraie interrogation sur le nombre de projets industriels que nous sommes en capacité de supporter. Et vous me dites que 4 camions, c'est peut-être pas beaucoup. Hein. Mais croyez-moi, celui qui fréquente l'autoroute A2 aujourd'hui, 4 camions en plus, c'est 4 camions en plus. Je préférerais qu'ils n'aillent pas sur l'autoroute. En tout cas, pas dans le sens vers Paris. S'ils pouvaient remonter sur les pays de l'Est, pourquoi pas. En partant d'ici, c'est peut-être un peu moins difficile. Mais sincèrement, le viaduc de Tri avec ses 200 000 véhicules jour, c'est hyper compliqué pour nous. C'est un élu local d'une commune de 1400 habitants qui vous le dit, en plus qui n'est pas du tout impacté par le projet, donc c'est vraiment totalement objectif. Je suis très content que vous soyez là, très content que pour la reconversion d'un site industriel tel que celui de Saint-Saulve, et quand même Valourec, Valenciennes, Villiquenois, Bocquigny, pour certains ici ça peut parler. Donc simplement cette petite alerte. À un moment, nous on est en train de réfléchir à un renouveau d'un spot, et la gestion de l'énergie, l'eau et l'électricité, c'est un vrai sujet pour nous. Donc, à méditer les panneaux photovoltaïques, j'imagine quand même que le plus intercommunal de Valenciennes Métropole, il l'a traité. Hein. Parce que s'il ne l'a pas traité, c'est qu'on a un raté dans la raquette. Comme il n'y a pas de questions, je vais amener de réponse. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être faire un petit propos conclusif sur la démarche de concertation qui est en cours, juste pour vous dire un petit peu où on en est et ce qu'on a fait jusqu'ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je fasse ce petit propos? Est-ce que les entités en aval belges qui s'occupent de la gestion des masses d'eau en Belgique sont concernées forcément? Est-ce qu'elles sont partie prenante de ce processus d'information, de débat et de réflexion sur votre implantation? Ma connaissance, non. Ça me donne une très bonne transition pour vous parler un petit peu de la concertation. Alors, je vois Madame Royal qui lève la main, juste effectivement par rapport à où on en est dans le calendrier du projet et ce qu'a souhaité faire Axence. Donc Axence a souhaité saisir la Commission nationale du débat public pour organiser cette concertation préalable. On l'a dit à plusieurs reprises, la concertation préalable elle est en amont de l'enquête publique, elle se trouve à un moment du projet. Beaucoup d'études sont encore en cours, donc il y a encore beaucoup de choses qui vont être réglées, étudiées, affinées, approfondies d'ici l'enquête publique. Et donc la concertation qu'on réalise en ce moment et qu'on conduit en ce moment, elle est organisée sous l'égide de la Commission nationale du débat public, représentée ici par Madame Jacquard et Madame Royal. Vous pouvez se présenter un petit mot, Madame Royal. Oui, moi, on ne va pas vous présenter la procédure de concertation, c'était pas trop l'objet aujourd'hui, mais par contre, je voulais vraiment, au nom de Catherine et au mien, vous remercier pour la qualité des questions, pour l'ouverture d'un certain nombre de sujets qui n'avaient pas été abordés ou qui avaient été effleurés jusque-là. Et c'est quand même très intéressant de vous entendre les uns et les autres sur effectivement le fleuve. On en reparlera ce soir dans une réunion publique sur l'environnement et les impacts de ce projet, mais sur l'énergie, et merci monsieur de le poser tel que vous le posez, parce que c'est important aussi de se rappeler que le territoire est aussi interrogé sur l'installation de ces entreprises. Et donc, voilà, moi, ce que je voulais vous remercier les uns et les autres sur l'ouverture. Alors, je peux constituer beaucoup plus de questions, et nous allons pouvoir les intégrer. Vous êtes un acteur, et vous le savez, qui peut déposer lui aussi un cahier d'acteurs, c'est-à-dire vos questions en tant que sage, mais aussi vos questions aux uns et aux autres, parcs et autres, sur ce projet. Puisque ce projet, c'est bien notre rôle à Catherine et à moi, et la démarche qu'a sollicité Axence, qui est une démarche volontaire,
c'est bien d'interroger l'opportunité de ce projet sur ce territoire. Et donc voilà ce que moi je voulais vous partager. Un grand merci à vous tous. Je vais peut-être faire une petite remarque. Il y a une question, je pense que c'est le Bénin, le parc naturel, qui posait la question des possibilités de valorisation des calories qui étaient générées par le process. Et je pense que vous n'avez pas tout à fait répondu sur ce sujet. Non. La chaleur fatale qui est souvent dans les projets industriels un élément aussi important. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On va essayer d'en faire quelque chose. On est en contact aussi avec le réseau de chaleur urbain qui commence pas bien loin. On va essayer de valoriser cette chaleur. Après, on en a parlé avec notre partenaire et c'est pas toujours très simple parce que en fait dans l'aérodynamique des fours, aller chercher de la chaleur, parfois ça perturbe les courants de gaz. Donc mais on va essayer d'en faire quelque chose. Pardon? Ça se fait ailleurs. Oui, ça se fait ailleurs, bien sûr. Sans faire poser le process. Mais dans notre business traditionnel, plus de 3000 unités licenciées par le monde, c'est une question qu'on ne se pose même pas tellement ça fait partie du jeu et des paris. Donc ces questions de récupération d'énergie, d'efficacité énergétique sur les procès industriels, chez Alcense, c'est notre quotidien. Sur les procédés que l'on maîtrise nous. C'est pour ça que là je suis un petit peu plus prudent. C'est un procédé que je ne maîtrise pas, mais je pourrais vous parler de la récupération d'énergie sur toutes les unités de raffinage de pétrole, les procédés possibles, et oui, bien sûr. Bien sûr. Et quand on construit quelque chose de neuf, on construit toujours au mieux. C'est pour ça que malheureusement, la raffinerie de pétrole en France a été construite il y a longtemps, pas forcément une des plus belles à voir, que malheureusement, les procédés que nous on vend à l'international, ils sont beaucoup plus efficaces que ce qu'on trouve sur notre territoire national, malheureusement. Ils ont été construits il y a des dizaines d'années. Pour revenir rapidement du coup, sur le sujet de la concertation, donc, merci pour le rappel aussi également sur la CNDP. Donc, on a forcément par contre défini un périmètre de cette concertation, c'est surtout un périmètre d'information. En fait, on a diffusé des dépliants de synthèse sur le projet et sur la concertation à l'ensemble des 120 000 habitants environ des 10 communes que vous voyez à l'écran du Valenciennois, donc qui constituent ce périmètre d'information renforcé et qui a pu bénéficier de dépliants. Pendant une concertation, il faut avoir les deux, l'information qui permet également de mobiliser et la participation. Donc pour l'information, on a ce fameux dossier de concertation qui est en ligne sur le site internet. Je vous invite à évidemment pouvoir aller le télécharger sur le site internet. Il est disponible et il contient toutes les informations qu'on connaît à ce stade. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on vous a donné un petit peu plus d'informations que ce qu'il y avait dans le dossier puisque les études ont avancé. Et la question de la participation sur le site internet, vous pouvez déposer un cahier d'acteurs, comme l'a dit Madame Royal, et évidemment dans les temps d'échange public où la parole est donnée à l'ensemble des participants pour pouvoir interpeller le maître d'ouvrage, lui poser des questions, ou avoir une contribution comme monsieur à verser au bilan de la concertation et qui du coup va poursuivre aussi la vie du projet. Donc toute contribution telle que celle-ci auront une trace dans la vie du projet et également dans les étapes ultérieures. La concertation pour Alcense a été une démarche importante et qui a été basée sur des attentes vis-à-vis de la mobilisation du public, des attentes pour alimenter les réflexions, avoir des argumentaires et pouvoir poursuivre les études en vue de décider ou non de sa poursuite à différentes échéances que M. Calbert vous a présentées. Et il y a eu des engagements forts en termes d'information et de qualité et de transparence des réponses qui peuvent être apportées. Je pense qu'aujourd'hui, on a pu voir qu'effectivement, la volonté d'être le plus précis possible et le plus complet possible à toutes les réponses
lancé en début mai avec la réunion publique d'ouverture. On a été également à la rencontre des habitants directement sur des lieux de vie. Donc on a été au supermarché de Auchan le 14 mai, on a été sur le marché de Valenciennes le 17 mai. À chaque fois, l'équipe d'Axence et les garants de la concertation. Et on a été sur le marché de Brûlé la semaine dernière, notamment pour parler des sujets plus attraits à l'insertion du projet dans son environnement proche. On a également fait une table ronde assez intéressante à Saint-Saulve où on a invité des acteurs de la filière pour venir discuter de l'intérêt d'avoir ce maillon spécifique de la filière batterie dans les Hauts-de-France et en particulier à Valenciennes. Et on a ce soir un moment quand même assez important qui est vraiment s'inscrit dans la lignée de ce qu'on a fait aujourd'hui, à savoir d'essayer d'approfondir les sujets techniques, les sujets d'insertion de l'usine. Donc je pense que c'est intéressant parce qu'on a eu aujourd'hui des questions qui nous préparent aussi à celles que pourraient nous poser les habitants ce soir. Donc nous organisons à Brûlé parce que finalement le site à Saint-Saulve, les riverains les plus proches du projet sont bien de l'autre côté du fleuve à Brûlé-sur-l'Escaut. Et donc du coup on va re-questionner ces questions de sécurité industrielle, de consommation en eau, d'insertion du projet dans le cadre de vie des habitants, le raccordement électrique par RTE. RTE sera présent pour la personne qui pose la question ce soir pour décrire sa solution technique pour raccorder l'usine au réseau. Et voilà, on va essayer d'aborder tout un tas de sujets plus précis pour savoir, au-delà de l'opportunité du projet, si celle-ci était validée, comment le projet s'inscrit vraiment dans son territoire et dans le terrain qui est occupé. Vous pourrez trouver sur le site internet les différents comptes rendus de réunion et aussi les présentations, puisque quand on parlait de la table ronde, par exemple, il y a des éléments qui sont très intéressants à pouvoir prendre en compte. Par ailleurs, c'est un peu dommage aujourd'hui, il n'y avait pas les documents écrits disponibles, contrairement aux autres rencontres. Donc on pourrait que vous inviter à passer nous voir pour les récupérer, mais il serait peut-être possible, Martin, que vous en déposiez au sage pour que ça puisse être retiré chez vous, si vous en êtes d'accord, madame, pour faciliter les choses. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Je précise également qu'il y a un grand nombre d'exemplaires disponibles à la mairie de Saint-Saulve, mais c'est noté. Je ferai en sorte qu'il y ait des documents à disposition de Madame Guéval pour les mettre à disposition. Et dernier point, c'était la question sur RTE. Quand il y a besoin d'une ligne électrique sur un projet, nouvelle ligne électrique sur un projet qui rentre en concertation, RTE est forcément en co-saisine. C'est une démarche, on aurait pu imaginer, alors c'est obligatoire pour l'électricité, honnêtement, moi parfois je rêve que les besoins en eau soient aussi obligatoires. Moi je ne pense pas particulièrement comme ici, puisqu'ici c'est un peu plus c'est un projet et on n'a pas aujourd'hui une gouvernance collective des projets industriels. Par contre, sur des territoires comme le Dunkerque, on aurait pu imaginer que le syndicat des eaux, qui alimente tout ce qui est industriel, soit en co-saisine, parce qu'effectivement, c'est une ressource qui est bien aussi rare que l'électricité, mais bon, pour le moment, il n'y a que pour l'électricité. Voilà, je pense que toute l'équipe, merci encore pour votre... je laisse le président. Oui, il ne me reste plus qu'à vous remercier collectivement de cette participation active. Et bien évidemment aussi, de vos réponses. Je vous souhaite bon courage pour la fin de votre marathon. Puis j'espère que pour l'ensemble du Valenciennois et l'ensemble du territoire, nous aboutirons à l'installation de cette entreprise qui augurera certainement d'autres. N'est-ce pas, monsieur le vice-président? Merci beaucoup. Et je voudrais terminer en remerciant bien évidemment le président Macron du prêt de cette salle. Il faut dire que c'est des conditions de travail idéales. Merci de vos encouragements. Merci de nous avoir accueillis.